Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour à tous et à toutes, je suis Leïla Copti, présidente de Copticom Stratégie Relations publiques et je vous souhaite la bienvenue à l'Agora métropolitaine 2021. Alors, l'Agora métropolitaine, c'est ce rendez-vous que la société civile et les élus du Grand Montréal se donnent à tous les 2 ans pour faire le suivi de l'évolution du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, le PMAD. Le PMAD qui a maintenant 10 ans. Et donc, évidemment, avec la pandémie, la formule était différente pour cette année. On a tenu des webinaires tous les vendredis matins. On en a eu 6 jusqu'à présent. Donc, un premier sur comment freiner l'étalement urbain. Le deuxième sur comment diversifier les sources de financement des transports collectifs pour permettre aux municipalités de développer des services et d'en assurer la qualité. On a eu un troisième webinaire sur la densification intelligente et la protection des milieux naturels. Un quatrième webinaire sur la ruralité et la protection du territoire agricole. Un cinquième sur la transition écologique et la résilience de la région métropolitaine. La semaine dernière, on a parlé des limites territoriales de la CMM et des divisions administratives au sein de la CMM. Et aujourd'hui, c'est notre dernier rendez-vous avec un sujet qui suscite énormément d'intérêt, la requalification des golfs du Grand Montréal. Alors, à part pendant la pandémie où le golf a connu un certain regain, c'est effectivement un sport qui se pratique de moins en moins au cours des dernières années. Et donc, évidemment, il y a beaucoup d'espaces qui sont aujourd'hui fortement convoités, particulièrement ces golfs qui sont justement en milieu urbain, qui sont convoités par des promoteurs, des propriétaires privés qui souhaitent faire une reconversion pour du développement, par aussi des citoyens qui sont fortement sensibilisés sur la transition écologique, qui souhaitent la protection intégrale de ces espaces verts, par des municipalités qui ont des besoins criants d'espace et qui souhaitent aussi favoriser la protection d'espaces verts, la création de parcs. Des fois, c'est pour des zones agricoles, des projets mixtes, des vocations récréo-touristiques qui sont au bénéfice des citoyens. Mais l'acquisition des golfs par les municipalités permettrait assurément de contribuer à plusieurs objectifs du plan métropolitain d'aménagement-développement, que ce soit la consolidation de la trame verte et bleue, évidemment d'atteindre le 17 d'air protégé d'ici 2030 pour augmenter le couvert forestier, favoriser des projets mixtes et également de réduire l'étalement urbain. Mais encore faut-il que les municipalités soient en mesure d'acquérir les terrains. Et avec la spéculation foncière des dernières années et le peu d'outils dont elles disposent, les municipalités n'ont pas vraiment les moyens de le faire, et ceci sans compter les poursuites auxquelles elles s'exposent. Alors, pour mettre la table, je nous invite à écouter ce vidéo préparé par la CMM.
Les terrains de golf font partie intégrante du paysage métropolitain depuis de nombreuses années, et en particulier depuis les années 1960, qui ont vu la première grande vague de leur développement dans la région métropolitaine de Montréal et dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Sur le territoire de la CMM, les 65 golfs actuellement en activité couvrent près de 5 700 hectares, soit environ 1,5% de la superficie terrestre totale métropolitaine, et ces golfs sont répartis dans les 5 secteurs géographiques du Grand Montréal. Depuis quelques années, avec la perte de popularité pour ce sport et la diminution de la rentabilité des terrains de golf, on assiste à une vague de fermetures un peu partout en Amérique du Nord et dans plusieurs régions du monde. Le Grand Montréal n'y échappe pas et depuis à peine 10 ans, c'est 12 terrains de golf qui ont cessé leur activité sur le territoire de la CMM, soit un terrain sur 5. La superficie totale en terrain de golf a diminué de 573 hectares depuis 2010, ce qui représente plus de 1000 terrains de football. Les terrains de golf représentent souvent des îlots de verdure à l'intérieur des villes et pour certains, la requalification des golfs doit passer par leur transformation en parc ou en espace vert public. Toutefois, dans un contexte où les espaces disponibles pour accueillir la croissance démographique et les infrastructures publiques telles que des écoles sont de plus en plus rares, le redéveloppement de certains golfs pour consolider les quartiers adjacents permettrait aussi de réduire la pression à l'étalement urbain hors des périmètres d'urbanisation. Selon les spécificités des différents terrains de golf, plusieurs types de reconversions peuvent être envisagés, qu'il s'agisse de reconversions orientées vers la remise en état de milieux naturels et le développement de parcs, qui demandent la mise en place de mécanismes facilitant le rachat par les municipalités, ou la consolidation de quartiers plus complets. Mais chose est certaine, la requalification des golfs doit s'appuyer sur une planification à long terme. Bon webinaire! Alors, voilà qui met la table. Et avant de vous présenter nos panélistes d'aujourd'hui, je vous précise qu'on va vous poser des questions tout au long du webinaire et on vous invite à y répondre. Au fur et à mesure, on va pouvoir commenter les résultats justement en temps réel. Et pour voir les questions, vous n'avez qu'à quitter le mode plein écran sur votre ordinateur. Et on y va tout de suite avec cette première question. À quelle fréquence jouez-vous au golf? Alors, sans plus tarder, je vous présente nos conférenciers d'aujourd'hui. Monsieur Marc-André Plante, maire de Terrebonne et membre de la Commission du logement social de la CMM. Bonjour. Bonjour à vous. Monsieur Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, membre du conseil de la CMM, membre de la Commission de l'environnement de la CMM. Bonjour. Bonjour. Monsieur Normand Diotte, maire de Candiac. Et madame... Bon matin. Et Madame Diane Lavoie, mairesse de Belleuil. Bonjour. Alors, écoutez, messieurs Plante, Tremblay et Diotte, vous avez interpellé conjointement la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Madame André Laforêt, il y a quelque temps pour réclamer des outils supplémentaires au gouvernement du Québec pour vous permettre de mieux encadrer et revaloriser ces espaces verts que vous avez sur vos territoires, qui sont donc la plupart, qui sont tous en milieu urbain. Monsieur Plante, je commence avec vous. Vous souhaitez clairement offrir à vos citoyens des espaces verts et puis de favoriser l'accès aux milieux naturels. Quel projet vous avez en tête exactement à Terrebonne avec le golf? Bien, tout d'abord, je tiens à souligner qu'à Terrebonne, il y a cette idée depuis 5 ans d'un promoteur qui souhaite requalifier donc le zonage de son terrain de golf qui a été fermé, qui souhaite littéralement faire un développement à très bonne densité. C'est un terrain qui se trouve en plein cœur donc de Terrebonne, auquel il y a un quartier qui s'est littéralement créé au cours des 30-40 dernières années. Je tiens d'avant tout à dire que dans toutes nos municipalités, l'émergence d'une préoccupation de conserver et de protéger ces terrains émane à premiers égards des citoyens.
qui eux-mêmes sont préoccupés de la protection de leur propre environnement. Et c'est la même chose chez nous à Terrebonne. Les gens, les membres du conseil municipal, les citoyens sont grandement mobilisés à protéger et à conserver un espace tout de même de 7 millions de pieds carrés en plein cœur de Terrebonne, dans un secteur aussi où il y a beaucoup d'îlots de chaleur, il n'y a pas nécessairement beaucoup de grands espaces verts protégés contre le développement. Alors aujourd'hui, je pense qu'on arrive dans une ère avec tout l'enjeu des changements climatiques. Les gens veulent un équilibre entre le développement, mais aussi la conservation d'espaces verts de proximité. Et la pandémie, au cours de la dernière année, j'en suis convaincu, a renforcé cette idée de l'importance des espaces verts. Et c'est certain que dans toutes nos villes, lorsqu'on a des anciens golfs fermés, rapidement, les élus sont mobilisés, sont aussi appelés à trouver des solutions pour conserver ces espaces qui ont un impact important dans nos villes, au cœur de nos villes. Et chez nous, à Terrebonne, ça fait quand même déjà plus de 5 ans que citoyens, élus municipaux utilisent tous les moyens pour préserver un espace qui est fondamental pour un bon équilibre dans notre développement et pour l'avenir, mais surtout pour les générations futures en leur préservant des espaces. Merci. Je pense, M. Tremblay, vous aussi, vous souhaitez convertir le golf en espace vert et vous avez, vous aussi, beaucoup de pression de vos citoyens en ce sens-là. Et vous avez en plus ce souci de ne pas avoir un projet qui est en plein cœur de votre centre-ville qui viendrait accroître la congestion sur votre réseau routier local. Comment vous montez le projet actuellement face à toutes ces pressions et ces contingences là, que vous avez? Bien, merci beaucoup. Pour répondre à votre question, moi, je joue maximum 2 fois par année au golf. Donc, au moins, vous allez avoir une statistique pour votre sondage à l'interne. Pour ce qui est de votre question maintenant, de notre côté, en 2017, la Ville de Mascouche, on a mis de l'avant une étude de circulation à l'interne. Donc, on a regardé l'ensemble de nos routes locales, à savoir si oui ou non le développement, puis penser aussi, bien sûr, à la circulation plus locale. Parce que là, je ne vous parle pas des autoroutes, on est vraiment local. Les autoroutes, c'est déjà congestionné, vous le savez. On l'écoute à tous les jours à TVA le matin, à Salut, bonjour. On a quelqu'un qui nous dit c'est bloqué d'un bord à l'autre. Mais localement, en tant que tel, pour nous, cette étude-là, on a eu les résultats. Puis clairement, face à cette étude-là, on s'est dit c'est impossible de penser d'aller de l'avant avec un développement en tant que tel sur le terrain de golf. Donc, ce qui a été question par la suite, ça a été de mettre un droit de réserve. Donc, nous, on a mis un droit de réserve il y a environ 2-3 mois, je vous dirais. Donc, on a gelé complètement le terrain pour justement permettre à la Ville de réfléchir à l'avenir de qu'est-ce qu'on veut faire avec ce terrain-là. Et ce qu'on veut faire, c'est justement mobiliser les citoyens, un peu comme mes collègues l'ont déjà fait. Je pense que Normand est présentement avec ce projet-là. Il faut regarder un peu ce qui se passe ailleurs pour bien avancer. Puis il y a des bons coups qui ont été faits. Je félicite Normand à cet égard-là. Et c'est un peu ce qu'on va faire nous autres à Mascouche. Donc, on va consulter au cours des... Puis vous savez, quand on applique un droit de réserve, on a le droit à 4 années. Donc, 2 ans, puis le renouveler un autre 2 ans. Donc, ça va vraiment nous donner le temps de s'asseoir puis de regarder ce qu'on peut faire. Puis bien sûr, à la fin, d'avoir un projet qui va être porteur, qui va être mobilisateur pour notre population. Mais clairement, chez nous, le trafic local ne permet plus d'avoir un autre développement en plein cœur du chemin des Anglais où se situe le golf. Puis de demander, il faut être conséquent. Vous m'avez vu me lever il y a quelques mois contre le dézonage là, dans la MRC Montcalm qu'on a vécu juste à côté de chez nous parce que je disais ça n'a pas d'allure de développer autant que ça dans des nouveaux secteurs qu'en nos rues parce qu'eux autres, ils n'ont pas d'autoroute puis ils passent sur nos routes locales. Donc, il faut être conséquent dans la vie et nous, on l'a été avec ce terrain-là qui, je le répète, présentement est zoné récréatif. Donc, on parle ici pas d'un terrain qui le zonage le permet déjà comme autour de la gare, mais bel et bien, ce sera un nouveau zonage de développement. Il faut être conséquent. Donc, un peu comme on a traité la MRC autour de chez nous, on pense qu'il faut arrêter de mettre plus de pression sur notre réseau local.
Merci. Il y a beaucoup d'étapes à faire. Vraiment, c'est complexe comme chemin pour y arriver, mais déjà, ce droit de réserve vous laisse le temps de réfléchir au projet. C'est quand même un premier outil intéressant pour commencer à réfléchir. Monsieur Diot, de votre côté, la perspective de pouvoir reconvertir un terrain de golf à Candiac, au niveau de la qualité de vie de vos citoyens, comment vous abordez ce projet-là? Oui, sujet très important, Leïla, puis bonjour, chers collègues aussi. Alors, écoutez, depuis un certain temps, c'est une préoccupation qu'on le voit métropolitaine, puis même à l'échelle de la province. Alors, j'aimerais quand même souligner que la préoccupation de l'année des terrains de golf ne touche pas seulement la CMM. Alors, c'est un dossier d'ampleur provinciale, je le dirais. Le terrain de golf à Candiac a été vendu il y a 2 ans, donc est acheté par un propriétaire qui veut développer, un promoteur qui veut développer le terrain de golf. Il se situe en plein milieu de la ville de Candiac. Alors, la notion d'équilibre qui est amenée tantôt par Marc-André est fort intéressante. On est une ville quand même aussi en développement à Candiac. On a un projet TOD qu'on a présenté dans le cadre d'une autre session. On a un projet POD aussi, donc avec du développement qui est quand même à la portée là, de la municipalité. Puis en même temps, l'équilibre, c'est justement de préserver les terrains verts et le rendre accessible à l'ensemble de la population parce que cet équilibre-là, il est nécessaire aujourd'hui dans un développement d'une municipalité. Alors, c'est dans ce sens-là que lorsque le terrain a été vendu et que le propriétaire a mentionné qu'il était intéressé à construire du résidentiel, c'est là que la population, finalement, a dit un instant, on pense que ce terrain-là doit avoir une autre vocation, devra être préservé. Et en plus, avec la pandémie depuis 1 an et demi, on a vu l'essor que les gens, finalement, ont utilisé nos terrains, nos espaces verts partout dans nos municipalités. Il y a eu une vague importante et les gens ont pris conscience encore davantage de la nature et l'importance de la nature. Puis quand on pense que la nature, elle est tout près de chez nous, même chez nous, au cœur de la ville, alors c'est là que les gens disent, puis le conseil est d'accord avec ça, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un espace de préservation? Alors, il y a eu, on en parlait peut-être tantôt, mais une grosse pétition ici, chez nous, à Candiac, par les citoyens, de plus de 2000 citoyens qui nous ont fait part de l'intérêt de préserver ce golfe-là. C'est dans ce sens-là que le conseil de ville a dit qu'on va mettre en place une consultation publique qui est en cours présentement pour connaître éventuellement qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce terrain de golf-là. Mais il est certain que la position du conseil de ville qui a été dite publiquement depuis plus de 2 ans et demi, c'est qu'il n'y aura pas de développement sur ce terrain de golf-là. Alors, comme le mentionnait Guillaume, c'est un zonage récréatif. Ça demanderait un changement de zonage et le conseil de ville s'est prononcé là, à maintes reprises à cet effet-là. Donc, on va voir les prochaines étapes qui vont revenir, mais c'est la situation à Candiac présentement. Donc, à la période de consultation, c'est vraiment là où vous apprêtez à entrer. Madame Lavoie, de votre côté, de la consultation, vous en avez fait beaucoup. L'usage du futur terrain de golf, c'est ça a fait l'objet de beaucoup d'échanges. Où est-ce que vous en êtes dans ce projet aujourd'hui avec vos citoyens, la démarche que vous avez entamée dans les dernières années? Si vous pouvez nous en parler un petit peu. En fait, nous, dans notre cas, c'est vraiment une demande qui émanait du club de golf. C'est un club de golf qui est privé, qui est maintenant semi-privé, qui souhaitait, pour assurer leur survie, vendre 5 % de l'espace pour un projet immobilier. Alors, évidemment, on a bien pris en compte cette information-là, mais tout de suite, on a mis un moratoire sur cette demande de changement de zonage de 5 % de l'espace pour aller en consultation. Pour la ville de Belleuil, c'est quand même le 3e projet là, qui entoure ce terrain-là. Donc, là, on a dit, OK, cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout. On va vraiment consulter les gens. Ça s'est fait en janvier 2020, où on a décidé d'aller en consultation. Malheureusement, la pandémie est arrivée, ce qui n'a pas aidé non plus à la consultation. Alors, on a comme retardé. Puis au moment où on décidait de reprendre les consultations en septembre, on a eu la 2e vague qui est arrivée. Mais on a décidé quand même de maintenir les consultations. On a eu une première séance d'information pour expliquer le projet, la demande du promoteur. Puis, on a eu une période où les gens pouvaient déposer des mémoires, envoyer des courriels, leurs propositions. On a eu un sondage aussi qui a été fait par la ville où on a sondé 1800 personnes. Et évidemment, toutes ces informations-là, on les a colligées en début novembre, qui a fait en sorte que même le sondage démontrait que oui, 48 % des gens étaient favorables à la demande du golf,
Mais par contre, 35 étaient défavorables et dans ce groupe-là, on avait 14 qui ne se prononçaient pas. Alors, pour nous, ce n'était pas si évident que ça. La réponse n'était pas si claire que ça. Donc, suite à tout ça, on a été en consultation de façon plus approfondie où on a invité les personnes qui ont déposé des mémoires et des courriels pour vraiment les rencontrer. On avait des rencontres Zoom, un peu comme des commissions parlementaires où on échangeait. Les gens présentaient leur projet, on posait des questions. Tout était enregistré pour que tous les élus puissent avoir accès à ces capsules-là. Et par la suite, mais c'est clairement, là, on a compris ce que les gens souhaitaient. Les gens veulent quand même, parce que c'est un club de golf qui existe, qui fête leurs 100 ans cette année. C'est un club de golf qui a toujours été au centre de notre ville. Alors, les gens n'étaient pas contre l'activité golf, mais par contre, ils étaient vraiment contre le fait de laisser le 5 parce que c'était un mauvais message qu'on passait, évidemment, à la génération future de dire, bien, si on permet 5 bien, éventuellement, s'il y a encore des problèmes financiers, des soucis financiers, bien, voilà. Fait que c'est un peu là où on en est. On a présenté plutôt on a refusé le changement de zonage. Et là, on veut vraiment rencontrer le golf pour proposer notamment d'autres projets plus innovateurs. Ce qu'on veut leur dire, c'est que votre solution pour garder votre golf n'est pas uniquement en vendant une parcelle pour un bâtiment. Il y a peut-être d'autres façons qu'on peut faire. La ville peut devenir peut-être propriétaire, puis peut-être avoir un amphithéâtre avec le golf pour continuer l'activité golf pendant la période estivale. Puis nous, on avait déjà des belles ententes avec le club de golf pour des activités en période hivernale. Donc, le but, c'est de conserver ces activités-là. Eux s'occupent de la portion golf pendant la période estivale, puis nous, on continue nos activités pendant la période hivernale. Donc, c'est un échange gagnant-gagnant. Puis on est persuadé que en collaboration avec la ville, en travaillant avec eux, on va rentabiliser justement les activités sur cet espace-là. Donc, on parle ici d'un projet qui ne nécessiterait pas un changement de zonage parce que vous gardez une vocation récréo-touristique. Tous les golfs ont cette vocation-là, si je comprends bien, à travers le Québec, finalement. Okay. Ben, en fait, c'est ce qui protège justement les citoyens puis la ville, justement, parce qu'avec ce zonage golf-là ou d'activités récréo-touristiques ou récréatives, on ne peut pas faire autre chose. Donc, si on veut modifier, il faut vraiment aller en changement de zonage et c'est là que les gens doivent se prononcer parce que tout changement de zonage, ben, c'est les zones contiguës qui peuvent se prononcer, les citoyens. Merci. Donc, j'entends plusieurs choses. Déjà, cette notion d'équilibre entre le développement et la protection. J'ai le souci des générations futures. C'est revenu à plusieurs reprises aussi. Donc, de garder ça en tête. On fait ça pour l'avenir. Avec cette pandémie qui est venue démontrer justement cette nécessité d'espace vert, de milieu naturel. Donc, on comprend que vous avez beaucoup de pression en ce sens-là du côté des citoyens. Vous avez quelques outils à votre disposition. J'ai entendu le mot moratoire, j'ai entendu droit de réserve, on garde le zonage et tout ça. Donc, il y a des petites choses, mais clairement, c'est pas suffisant. On a eu les résultats de la première question, donc à savoir si à quelle fréquence jouez-vous au golf? Alors, la moitié des auditeurs aujourd'hui ne jouent jamais au golf, occasionnellement à 26%, souvent 14%, et je joue seulement au mini-golf 11%. Je ne sais pas si ces résultats vous interpellent. On a entendu M. Tremblay qui ne joue que 2 fois par année. Mais donc, ça témoigne justement de cette perte de pratique, de cette pratique-là qui se fait de moins en moins. On pose tout de suite une deuxième question à nos auditeurs. À votre avis, les terrains de golf devraient être requalifiés en quoi? Est-ce que c'est en milieu naturel, en développement résidentiel, en développement communautaire ou toutes ces réponses, dépendamment des besoins? Donc, on a hâte d'entendre la réponse. Madame Lavoie, je vais continuer avec vous. Parce qu'on va passer les lettres ouvertes pour ceux qui veulent la protection intégrale des milieux naturels, d'autres qui souhaitent réhabiliter le site pour du développement agricole, il y en a qui réclament du logement social, des nouvelles écoles. Comment vous faites pour déterminer l'usage futur de tous ces espaces? C'est quoi les critères qui guident vos décisions pour élaborer un projet, hormis la consultation que vous avez avec vos citoyens?
Bien, c'est certain qu'on est élu par et pour les citoyens. Alors, la préoccupation première d'un élu, c'est vraiment de prendre les meilleures décisions pour la majorité des gens. Alors, dans notre cas, bien, ça a été... C'est certain que notre consultation nous a permis vraiment de définir un peu ce que les gens souhaitaient, parce que est-ce que c'était vraiment le garder en espace parc ou l'activité golf pouvait être une notion qu'on pouvait quand même conserver. Fait que ça nous a permis justement de vraiment s'assurer du besoin, de la nécessité des gens de conserver cette activité telle qu'elle était présentement. Puis ça va nous, justement, le but, c'est d'emmener aussi le club de golf à voir cette notion-là, à bien comprendre cette notion-là, ce qui n'est pas tout le temps facile non plus. Là. Il faudra faire des rencontres, puis il faudra vraiment tisser des liens de communication importants pour emmener ces gens-là vers cette position-là ou cette prise de décision-là pour travailler ensemble, parce que le but, c'est de travailler ensemble, mais si on n'a pas de communication, c'est difficile à ce moment-là. Fait qu'il faut vraiment continuer les communications, puis continuer à essayer d'avoir des échanges pour trouver... les Québécois, on est des innovateurs. Hein? Donc, il faut vraiment rester sur l'innovation et essayer de trouver des solutions qui permettent justement que ça soit gagnant-gagnant sans avoir non plus un impact financier important sur un fardeau financier important pour nos citoyens. Alors, je pense que c'est en travaillant toujours et en communiquant, en essayant de trouver des solutions qu'on va arriver à des beaux projets, justement, qui vont faire l'unanimité ou un certain consensus, je vous dirais. On va plutôt dire consensus vis-à-vis de la population et aussi nos joueurs de golf. Donc, c'est ça, le peu de moyens dont vous disposez force la créativité et je comprends que le consensus, c'est comme sine qua non, vous ne pouvez pas fonctionner sans ça si vous voulez avancer pour votre population. C'est intéressant. Monsieur Diotte, justement, on parle beaucoup de ces motivations-là pour protéger l'environnement, conserver les espaces verts, mais pour plusieurs citoyens qui sont limitrophes des golfs ou vraiment à proximité, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu du pas dans ma cour qui est derrière tout ça? Comment on aborde cette question-là? Bien, il est bien certain que dans un premier temps, quand le nouveau propriétaire a annoncé qu'il y avait un intérêt à construire du résidentiel, c'est sûr que les citoyens des quelques 200 limitrophes ont été les premiers finalement à se manifester. C'est tout à fait normal. C'est le changement. Quand tu n'as jamais rien eu en arrière de chez toi et puis que du jour au lendemain, tu apprends que tu vas avoir du résidentiel, alors la réaction était tout à fait normale. Alors, par contre, pour dire est-ce que c'est juste pas dans ma cour, l'effet d'avoir un terrain conservé, naturel, en plein milieu d'une municipalité, ça ne concerne pas juste les riverains. Puis d'ailleurs, le regroupement de citoyens ont fait leur propre démarche pour aller sonder par eux autres mêmes la population. Et maintenant, c'est quelques 2000 citoyens qui sont un petit peu partout dans la municipalité qui aujourd'hui se prononcent en disant que ce terrain-là devrait être conservé pour le futur. Alors, vous voyez que c'est pas juste, ça ne concerne pas juste les citoyens riverains. Alors, c'est pour ça que c'est un dossier ville, ce n'est pas un dossier de quartier, ce n'est pas un dossier de secteur, c'est important, c'est un dossier de la municipalité et qui est adressé dans notre plan stratégique d'ailleurs, et pour lequel la ville de Candiac, en passant, fait partie des 20 municipalités au Canada choisies pour avoir un projet pour la diminution des gaz à effet de serre de 40 d'ici 2030. Alors ça, c'est enchâssé dans notre plan stratégique. Alors les élus, évidemment, nous avons des actions à faire en ce sens-là. Et quand on parle de protection du territoire, donc pour diminuer les gaz à effet de serre et d'avoir soit des boisés, des milieux naturels, bien, ça en fait partie des actions concrètes. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a mis en place une consultation à l'échelle de la municipalité pour s'assurer de la volonté de l'ensemble des citoyens et non simplement des 220 riverains. Alors, ça, c'est fort important. Alors, comme je le disais, parce que c'est un projet ville et non un projet de quartier. Alors, on va avoir très bientôt des résultats de l'ensemble de la consultation publique qui est en cours présentement. Il y a des gens qui vont nous présenter des projets dans quelques semaines aussi et on va voir la teneur, évidemment, de l'ensemble de ces dépôts-là. Mais chose certaine, il est évident que, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a un intérêt, évidemment, favorable de l'ensemble du Conseil pour les générations futures de préserver des espaces verts pour assurer une pérennité
pour les générations futures. Merci, M. Tremblay. Ensuite, M. Plante. Oui, donc moi, la seule chose que je voulais dire, un peu comme Normand, de notre côté, moi, j'aime bien amicalement dire, c'est pas le phénomène pas dans ma cour, mais plus le phénomène pas dans ma ville. Donc, présentement, la réalité, vous savez, la politique municipale, on a la chance d'être connecté puis d'être très proche de notre population. Et je peux vous dire, chez nous, clairement, je n'ai pas nécessairement de grands sondages, mais je peux vous dire qu'en parlant avec les gens, très clairement, je ne connais pas personne qui me dit qu'il faudrait penser à développer ce terrain-là. Au contraire, justement, avec tout ce qu'on a vécu, la pandémie. Puis la différence, puis bravo aussi à Diane, hein, l'ingéniosité, la façon de voir les choses, c'est différent. Elle a un terrain de golf qui est encore ouvert chez eux. Chez nous, moi, ça fait 10 ans que le terrain de golf est fermé. Ça fait un promoteur qui l'a acheté, qui développe beaucoup pour Tour de Mascouche, puis qui a acheté ce terrain-là dans l'objectif de le développer. Et je dis, c'est un développeur, je le comprends. Cependant, comme je vous disais tantôt, nous autres, c'est vraiment pas dans ma ville. Pas dans ma ville. Monsieur Plante, là-dessus? Bien, je renchéris avec mes collègues. Je tiens à spécifier que chez nous, à Terrebonne, ce qu'on appelle l'ancien golf du Boisé, c'est d'abord un terrain qui, comme mes collègues, est zoné récréatif. Et je pense que c'est la meilleure arme pour les citoyens parce que il faut toujours aller en changement de zonage, donc au plan réglementaire. Je tiens aussi à souligner que, comme à Candiac, chez nous à Terrebonne, c'est pas un débat entre les riverains et un promoteur immobilier. C'est vraiment une sensibilité à la grandeur de la ville de Terrebonne. Je dis toujours, pour nous, ce terrain au centre-ville, au cœur de Terrebonne, c'est un peu comme notre grand parc, c'est comme notre grand terrain qui est vert et qui vient chercher les gens. Et donc, je tiens aussi à le souligner que toute la population est mobilisée. On n'est vraiment pas dans un débat de pas dans ma cour et on est vraiment dans un débat qui n'est même pas sur le sport, la préservation d'espaces de golf. On est dans un débat qui est purement de développement durable, de préservation des espaces verts, mais aussi dans un enjeu de lutte au changement climatique, de lutter contre les îlots de chaleur dans nos villes. Et donc, on n'est pas du tout dans un débat qui est lié à un quartier qui ne souhaite pas, par exemple, avoir tel type de projet à proximité. On est vraiment dans une discussion citoyenne qui est vraiment d'actualité. Et comme élu, on ne se trouve pas nécessairement à avoir deux clans. On est vraiment dans une perspective où tous nos citoyens sont très fortement, majoritairement, en faveur à ce qu'on prenne action dans la mesure du possible et les outils qu'on a pour préserver. Et c'est la volonté que nous avons à Terrebonne. D'ailleurs, le conseil municipal, à 3 reprises depuis 4 ans, a adopté des résolutions unanimes pour clairement envoyer un message que notre intention, c'est d'acquérir et de conserver cet espace de 7 millions de pieds carrés qui est important dans une ville en développement comme Terrebonne. Donc, une vision largement partagée dans toute cette transition écologique. Madame Lavoie? Tout comme mes confrères, c'est la même chose. Pour nous, ce n'était pas une décision de quartier, ce n'était pas une décision riveraine, c'était vraiment une décision de citoyens, de population. Parce que d'ailleurs, ce qui les inquiétait, si on allait en changement de zonage, c'est les zones contiguës qui sont concernées, qui peuvent donner leur opinion. Et les gens étaient inquiets de ceux qui sont à l'extérieur de ces zones-là. Donc, vous comprenez que c'est pas du pas dans ma cour. C'est comme Guillaume le disait, c'est pas dans ma ville. On ne souhaite pas de développement. Puis c'est vraiment la question environnementale, la question des GES, la question des îlots de chaleur qui revenait à répétition dans les opinions des citoyens. Merci. Une belle cohésion. Monsieur Tremblay, vous avez donc signé cette lettre adressée au gouvernement du Québec. On comprend que les outils dont vous disposez, on en a déjà parlé, ne vous permettent pas de faire l'acquisition actuellement du golf. C'est quoi les outils actuels dont vous disposez pour protéger ces espaces-là? Et comment ça se passe en ce moment avec le propriétaire? Bien, écoutez, très clairement, là, présentement, l'outil que nous disposons, c'est le zonage présentement en vigueur. Pour nous, par chance que ces terrains-là sont zonés récréatifs. Puis autant dans la CMM qu'à l'extérieur du Québec, mais les gens qui veulent protéger ces terrains-là, je vous invite, quand dans votre localité, vous avez
terrain qui change de zonage, bien, il y a un pouvoir citoyen, justement, puis la CMM pourra peut-être le partager là, au niveau d'un cadre législatif là, lorsque vous voulez avoir un changement de zonage. Mais présentement, ce qui nous protège le plus, c'est vraiment ce zonage-là. Si un jour, changement de zonage, il y a soit pour, par exemple, tantôt vous parliez d'une école, ou soit pour un parc, soit pour un développement immobilier, bien, clairement, il faut que ça passe par un changement de zonage. Et dans le fond, la lettre que nous avons tous signée avec mes collègues, c'est clair, c'est qu'on demande au gouvernement du Québec de nous aider puis de nous donner des possibilités, d'autres possibilités, avec par exemple, si la Ville décide d'aller en expropriation, mais présentement, on ne peut même pas y penser d'aller en expropriation tellement que la législation n'aide pas du tout les municipalités. On peut parler d'un terrain, si on va en expropriation, de plusieurs millions, de dizaines de millions de dollars, il faut se dire la vérité. Donc, à cet égard-là, c'est pour ça qu'on a signé cette lettre-là et qu'on demande l'aide du gouvernement du Québec pour nous accompagner. Puis, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être des expropriations, mais au moins, ça rend le jeu un peu plus juste, puis dans la négociation, puis d'évaluer tous les scénarios possibles qu'on peut aller de l'avant. Mais présentement, pour répondre clairement à votre question, c'est vraiment la réglementation municipale qui nous aide beaucoup. Et puis, quand vous dites qu'il manque quelque chose dans la loi sur l'expropriation pour vous donner des moyens, qu'est-ce que c'est exactement dont vous avez besoin? Bien, clairement, c'est que ça soit à la juste valeur marchande. Là. Présentement, si on s'en va en expropriation, puis c'est le juge qui le décide, le tribunal administratif, à terme, je regarde les cas qui se sont passés à travers le Québec, c'est pas toujours avantageux pour les villes. Donc, de l'autre côté, cependant, on peut regarder dans d'autres législations à travers le Canada qui le permettent justement, qu'ils le font à la juste valeur marchande. Bien, pour les municipalités, ça peut être intéressant. Puis je veux dire, on peut être comme on dit, je vais le dire dans mon expression, mais à poids égal. Là. Donc, ça ne sera plus David contre Goliath. Des fois, certaines villes dans le passé ont pu développer, ont été obligées pratiquement de développer des terrains parce qu'il n'y avait pas les possibilités. Quand vous regardez, je vous donne un exemple, là, des plus petites villes qui peuvent avoir un terrain qui vaut 20, 30, 40 millions, puis qui sont 3-4 000 citoyens. Comment voulez-vous qu'ensemble, ils se mobilisent et mettre ça sur un compte de taxes? C'est impossible. Puis là, on ne parle même pas d'aide du gouvernement. On va peut-être en parler tantôt. C'est juste un changement de loi qui va permettre aux villes de se battre à poids égal, les villes contre les propriétaires de ces terrains-là, qui, je le répète, l'ont acheté il y a plusieurs années, puis ils ne se sont pas cachés. C'est des développeurs qui ont acheté ces terrains-là. Puis quand on regarde la plupart des terrains, c'est souvent des développeurs qui les achètent. Donc, c'est sûrement pas pour garder des golfs parce qu'ils les ferment d'un, mais c'est possiblement pour faire du développement. Donc, à cet égard-là, je souhaite ardemment que le gouvernement du Québec aille de l'avant. Puis c'était ça notre signature. Je remercie d'ailleurs Normand, Marc-André et puis Diane. Je trouve que c'est un combat qu'on fait pour les générations futures, je pense, pour pouvoir permettre aux villes d'avoir plus d'espace vert. N'oubliez pas qu'il y a un objectif métropolitain d'avoir. Chez nous, on est à 37% présentement d'espace vert. Dans quelques années, on va être à 34%. Oui, il va y avoir du développement, mais si on veut se garder des espaces verts, il faut que le gouvernement du Québec nous aide puis mettre une législation pour nous accompagner là-dedans. Puis on n'est pas contre le développement. Là. Je pense que Marc-André l'a dit, Normand puis Diane. Je veux dire, venez voir nos TOD. Là, ça se développe à gauche, à droite. On a plein de terrains présentement qui sont en développement. Donc, ce n'est pas un anti-développement qu'on est en train de faire, loin de là, mais on pense qu'il faut justement peut-être penser à développer tous ces terrains-là avant de commencer à s'éparpiller à gauche et à droite. Monsieur Diot, vous vouliez intervenir là-dessus? Oui, bien, pour faire du pouce sur ce que Guillaume mentionne, effectivement, la loi sur l'expropriation a été changée presque partout au Canada, dont le gouvernement fédéral et puis l'ensemble des provinces. Il y a simplement 2 provinces, là, dont la nôtre, qui n'a pas modifié sa loi. Alors, ça fait plusieurs années aussi, d'ailleurs, que l'Union des municipalités du Québec demande ce changement-là. Donc, ce n'est pas nouveau. Alors, nous, dans le dossier des golfs, évidemment, qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est sûr que c'est encore intéressant de continuer de poursuivre cette démarche-là. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons interpellé la ministre qui nous a bien entendu, du moins, et puis on pense qu'évidemment, notre message a été bien lancé, bien passé, et ce qui fait en sorte qu'on veut se donner finalement une option supplémentaire. C'est l'objectif que nous recherchons les municipalités. Alors, dans cette mesure-là où nous pourrions avoir cette option-là, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir vraiment une position plus réaliste d'acquisition de ces espaces verts-là, qui aujourd'hui, comme l'a mentionné Guillaume et Marc-André, que
c'est pas dans une portée atteignable, absolument pas, comme on se parle. Merci. Monsieur Plante, vous vouliez compléter là-dessus? Bien, rapidement, je partage leur point de vue. Vous savez, nos intentions sont d'être un peu à armes égales, à négocier dans un axe finalement qui est équitable. La problématique aujourd'hui, c'est qu'une ville peut difficilement faire supporter le poids et les responsabilités d'une acquisition dont les coûts sont à un niveau exponentiel. Et moi, je tiens à souligner que les décisions et les combats que nous menons dans nos municipalités, on ne le fait pas seulement pour la ville de Terrebonne ou de Mascouche ou de Candiac ou de Belleuil, on le fait pour l'ensemble de la région métropolitaine. Parce que regardons en toute franchise la situation. Depuis 10 ans, la fermeture des golfs dans la région métropolitaine, c'est 573 hectares de disparus dans une période de 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, imaginez ce que ça va nous prendre pour rattraper finalement tout ce territoire-là à protéger dans une région métropolitaine comme Montréal. Imaginez tous les coûts et les efforts qu'on devra faire pour protéger des espaces et des milieux humides. Alors, je pense qu'on a dans beaucoup de municipalités d'importants terrains de golf qui sont zonés récréatifs. Et moi, je pense que dans une optique d'autonomie municipale et métropolitaine, il faut absolument, et on sent une ouverture, d'ailleurs, je tiens à souligner le ministre des Affaires municipales, à avoir les outils pour avoir la latitude pour protéger et conserver ces espaces-là. À l'heure actuelle, malheureusement, on n'a pas suffisamment de marge de manœuvre et de pouvoir pour aller de l'avant et suivre aussi la volonté de nos citoyens. Donc, des démarches qui semblent quand même trouver écho au gouvernement du Québec. Il y a des signaux encourageants. C'est bien, M. Tremblay, vous voulez compléter là-dessus? Très, très rapidement, juste vous dire aussi, parce que je vois les gens qui nous écoutent qui pourraient dire, oui, mais là, présentement, si c'est un zonage récréatif, pourquoi vous ne laissez pas ça de même? Puis, il faut comprendre aussi que les gens qui vivent au pourtour de ces terrains vacants-là, eux, ont des conséquences. Par exemple, des fois, on le sait, le gazon pousse long, les maringouins. Donc, là, la pression indue vient sur les municipalités. Et là, vous ne faites rien avec le terrain. Les gens pensent que c'est un terrain municipal. Les gens vont sur le terrain, bien, ils n'ont pas le droit d'y aller parce que c'est un terrain privé. Donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut se donner les options nécessaires. Donc, ce n'est pas juste le zonage, mais si on veut faire quelque chose de viable, quelque chose de logique quand un terrain est vacant, donc, je le répète, un terrain de golf est fermé depuis une dizaine d'années. Clairement, il y a du ménage à faire sur ces terrains-là. Puis, il faut nous donner toutes les options nécessaires. Puis, peut-être qu'à terme, ça va être de laisser le zonage tel qu'il est là puis de rien faire. Mais donnons-nous les moyens pour faire des choses que la population veut. Merci, Mme Lavoie. Ben, en fait, pour moi, c'est peut-être pas le même cas que mes 3 confrères parce que le club de golf fonctionne encore. Mais cet outil-là va nous donner un pouvoir, un équilibre pour pouvoir négocier aussi avec les actionnaires du golf, parce que là, en ce moment, ils savent très bien que la ville, il n'y a pas personne ici qui va aller en expropriation, surtout avec le coût aux propriétaires, la valeur aux propriétaires, parce que c'est dangereux pour une ville au niveau du coût que le juge va déterminer. Alors, au moins, si la loi est modifiée, c'est le coût de la valeur marchande du terrain, mais à ce moment-là, mon pouvoir de négociation avec le club de golf va être beaucoup plus intéressant parce que voilà, la donne a changé. Ça va être plus facile pour moi de pouvoir commencer ces négociations-là puis trouver des façons innovantes pour justement sauver l'activité golf puis aussi poursuivre ce terrain-là, conserver ce terrain-là en espace vert. Merci beaucoup. Monsieur Plante, je vous prends par rapport à ce que vous aviez dit tantôt sur ce bien commun, puis tous les espaces, les hectares qui vont être disponibles bientôt, puis le coût énorme que ça va demander si on veut les protéger. Si on veut atteindre le 17 % d'air protégé d'ici 2030 à la CMM, est-ce que vous pensez qu'on doit protéger l'ensemble des terrains de golf de la CMM? Bien, d'abord, moi, je vais toujours faire la promotion de l'autonomie municipale. Il y a des contextes qui peuvent être différents d'une ville à l'autre et parfois des décisions dans certaines villes peuvent être rééquilibrées différemment. À certains endroits, ils vont peut-être décider de protéger 90 % parce qu'il y a une petite partie qui a un zonage qui est différent. Moi, je pense que ce qui est important de rappeler aux gens devant nous,
parce que moi, je le vis parce que j'ai un deuxième petit golf à Terrebonne qui, lui, le zonage est développement. Donc, il est déjà prévu au plan métropolitain de développement. Donc, c'est une toute autre histoire. Il faut vraiment envoyer un message. C'est quant au golf dont le zonage est, par exemple, récréo-touristique. Je pense que c'est ces éléments-là qu'il faut viser à mieux soutenir, à mieux appuyer, d'abord par des programmes de soutien aux municipalités qui veulent préserver. Et je pense que le coût de la facture doit être départagé parce que quand on protège 7 millions de pieds carrés à Terrebonne ou à Mascouche bien, ça bénéficie à l'ensemble métropolitain. La deuxième chose, on vient de parler aussi des éléments donc au plan juridique. Mais moi, je reviens toujours, il faut laisser une certaine forme d'autonomie municipale, mais il faut aussi donner les outils pour que les décideurs puissent prendre une décision sans être obligés de prendre une orientation qui est liée à des coûts qui sont trop importants, liés à des pressions de promoteurs et liés finalement à une situation où les élus doivent céder à des changements parce qu'ils n'ont pas d'autres options équivalentes et équilibrées. Alors moi, je pense qu'il est temps qu'au Québec, on se donne les moyens financiers, mais aussi les outils pour les préserver. Et dans la région métropolitaine, je suis obligé de dire que les terrains de golf, c'est un secteur qui mériterait d'être priorisé, comme les terres agricoles le sont et sont très, très réglementées. Et je tiens à vous dire que ce qui est quand même assez particulier, c'est que le fait qu'on ait bien encadré au Québec les terres agricoles, ça fait en sorte que les spéculateurs visent davantage les terrains de golf parce que leur environnement juridique est beaucoup moins bien protégé. Alors, je pense qu'il y a une action publique qui doit être posée. Et nous, les villes, c'est certain qu'on va soutenir avec nos citoyens qui sont derrière nous. Je tiens à le dire dans tout ça, le fait que les citoyens soient derrière nous nous aide beaucoup au plan politique à faire avancer cette préoccupation. Merci. C'est un beau parallèle avec les terres agricoles. Je pense qu'il y a des inspirations ici qui peuvent venir. Monsieur Diotte, ensuite Monsieur Tremblay. Oui, ben, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec Marc-André. L'autonomie municipale, hein, c'est un mot, évidemment, que pour nous, les élus, qui est fort important, gouvernement de proximité. Alors, il faut avoir, encore une fois, ce sont les outils, je suis d'accord avec Marc-André, qu'il faut avoir entre les mains pour pouvoir avancer. Puis, on est dû pour avancer dans ce dossier-là avec le contexte de la CMM actuellement, avec la rareté des terrains. Oui, il faut faire le lien avec l'ensemble des hectares qui sont disponibles et savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, le plus vite possible. À titre d'exemple, tantôt, Guillaume mentionnait l'entretien des terrains. On a des discussions actuellement avec les propriétaires riverains et aussi de la ville. On voit le terrain là, qui est pas coupé. On voit le bois qui est en train de tomber chez un voisin, un arbre qui est mort, un frêne. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Le propriétaire est interpellé. Il faut qu'il bouge. Il va bouger quand, etc. Donc, des problématiques quand même qu'on vit en attendant de savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, c'est pour ça que c'est un dossier qui, selon moi, devrait être, selon la CMM, priorisé. Et le gouvernement aussi, d'ailleurs, qu'on puisse se positionner, l'ensemble des municipalités, pour faire des choix pour lesquels la population nous appuie. Merci, M. Tremblay. Bien, écoutez, tout d'abord, bravo à la CMM. Hein. Je vois chacun notre tour, on lève nos mains. Ça démontre à quel point que c'est un sujet qui est super captivant. Puis je suis certain à la maison, vous aimez autant ça que nous. Moi, je voudrais juste vous dire tantôt, bis sur ce que Marc-André Plante dit concernant que ça devrait être à part égale avec le gouvernement du Québec. Oui, après le changement de réglementation, de faire que le gouvernement du Québec fasse sa part. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Hein. Moi, j'ai une fonction publique chez nous qui me le répète toujours. Hein. Guillaume, c'est beau un jour de devenir propriétaire d'un terrain, mais après, il faut s'en occuper. Et ça a un coût important dans un budget d'opération. Donc, moi, juste pas oublier ce facteur-là aussi qu'une ville, après que devient propriétaire d'un terrain, doit s'en occuper. Ça a un coût important. Donc, oui, c'est important que le gouvernement du Québec change la législation, mais aussi qu'il soit présent pour l'acquisition, si bien sûr la ville décide d'aller en acquisition à terme pour accompagner les municipalités. Donc, je comprends qu'au-delà des outils qu'elles peuvent vous donner, que le gouvernement peut vous donner, vous considérez que le gouvernement devrait carrément avoir une participation financière avec vous dans les projets de requalification.
La priorité, c'est le changement de la législation, mais après, clairement, il faudrait qu'il soit présent avec nous parce que, tu sais, Marc-André le dit, on vient déjà faire une acquisition, nous, ici, avec la CMM, d'ailleurs, la Trame verte et bleue de la forêt domaniale. Je veux dire, c'est pas juste du monde de Mascouche qui viennent ici, c'est du monde du Grand Montréal. On comprend qu'il y a certains secteurs, bien, si on a un objectif de 17 métropolitain, bien, on est juste à 10 présentement, bien, clairement, parce qu'il y a des villes qui en ont moins puis qui vont venir profiter, comme moi, je vais à la sectorium, mes citoyens vont au biodôme parce qu'on n'a pas ces installations-là chez nous. Mais ça a un impact sur le Grand Montréal, puis on a tous et toutes une responsabilité à cet égard-là. Donc, moi, pour ma part, oui, ils ont une responsabilité à jouer. Monsieur Diotte? Oui, le programme de la Trame verte et bleue, c'est un excellent programme actuellement, puis je pense qu'il aurait intérêt à être bonifié d'ailleurs dans le cadre de cette préoccupation-là que nous avons tous. Moi aussi, comme Guillaume, j'ai un projet de la CMM, de la Trame verte et bleue, là, le sentier de la rivière de la Tortue qui vient d'être ouvert là, cet été, et puis les gens viennent de partout, c'est un succès. On a rendu disponible les berges aux citoyens. Alors, on a rendu un espace vert, un espace naturel disponible, donc pour l'ensemble de la population. Alors, ce sont des exemples concrets qui prouvent que ce programme-là fonctionne. Mais j'irai à un autre niveau aussi. Oui, le gouvernement provincial, il faut qu'il s'implique. Mais le gouvernement fédéral aussi doit s'impliquer dans ce dossier-là. D'ailleurs, j'avais des rencontres avec la Fédération canadienne des municipalités la semaine dernière et avec donc les gens d'Infrastructure Canada pour dire que les infrastructures, ce ne sont pas juste des infrastructures de béton ou de bois. Ce sont des infrastructures naturelles aussi. Et ça, il va falloir aussi que tous les niveaux de gouvernement prennent ça en considération dans le futur. On parlait tantôt de changement climatique. Il va y avoir des actions concrètes que les municipalités vont devoir faire. OK, pour développer nos villes dans le futur. Alors, les infrastructures vertes, si on veut atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre, c'est un incontournable. Donc, dans les programmes fédéraux, autant que provinciaux, il va falloir que ces infrastructures vertes-là soient reconnues et qu'il y ait des programmes accessibles qui vont descendre aux municipalités rapidement, qu'on puisse faire des actions concrètes en ce sens. Donc, un message pour notre gouvernement fédéral qui s'en va bientôt en élection, peut-être. Donc, ce n'est pas qu'au niveau de la municipalité ni au niveau de la région métropolitaine, mais bien, c'est un enjeu qui est assez global, comme vous nous l'avez bien fait comprendre depuis le début. On a eu les résultats de la deuxième question, donc à savoir quel usage, dans quoi les terrains de golf devraient être requalifiés. Et donc, de l'avis des auditeurs, la majorité pense que toutes les réponses, à savoir que ce soit pour des milieux naturels, du développement résidentiel, du développement communautaire, 60% considèrent que ça peut être un peu de tout, finalement, dépendamment de l'usage. Et 34% sont en faveur des milieux naturels, 3% au développement résidentiel et 1% pour le développement communautaire institutionnel. Donc, ça rejoint quand même les directions que vous êtes en train de prendre. Pas dans ma ville, hein? Vous le voyez? C'est bon. On pose la troisième question aux auditeurs en ce moment, si vous voulez sortir du plein écran. Monsieur Diotte, une question pour vous, parce que là, on a beaucoup parlé de la juste valeur marchande comme un outil supplémentaire, donc qui va donner une plus grande marge de manœuvre aux municipalités pour négocier. Mais comment est-ce qu'on fait pour déterminer la valeur vraiment d'un terrain quand on sait que souvent un propriétaire de terrain de golf va payer ça déjà plus cher avec la spéculation foncière? Ils ont déjà acheté ça assez cher. Ils ont le prix de vente auquel ils imaginent pouvoir vendre et le prix de rachat que la municipalité est en mesure de faire exactement. Comment cette mécanique-là fonctionne quand on veut déterminer la juste valeur marchande? Bien, dans un premier temps, c'est que si on peut s'entendre de gré à gré avec le propriétaire et avoir des discussions, c'est l'idéal, comme dans toute transaction. Je pense que. Mais actuellement, je pense que la majorité d'entre nous, ce que je comprends, on n'est pas là. Donc, les propriétaires ont leur vision des choses, puis ils ont une arme entre les mains qui est la loi sur l'expropriation. Alors maintenant, si le changement s'effectue, dont on espère, à la valeur marchande, bien, il y aura à ce moment-là une expertise externe par des évaluateurs indépendants
qui vont nous déposer des rapports en nous disant, bien, voici maintenant, selon le contexte et selon les règles de l'art, voici la valeur marchande du terrain en fonction de la nouvelle loi. Et à partir de là, connaissant ce prix-là, bien, encore une fois, ça sera soit de retourner négocier avec le propriétaire, à savoir, veux-tu qu'on s'entende sur ce prix-là? Est-ce que c'est le cas? Et si ce n'est pas le cas, bien là, à ce moment-là, la municipalité, son conseil de ville et l'ensemble de la population décideront si, avec le montant connu à ce moment-là, on va de l'avant avec une expropriation et de procéder à l'expropriation telle qu'elle. Et là, bien, il y aura un montage financier qui sera discuté avec l'ensemble de la population que le conseil de ville proposera et dira, bien, écoutez, si on veut aller en expropriation, voici le montant qui a été évalué par un tiers à la juste valeur marchande, qui va être sûrement plus bas que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui va être sûrement plus haut aussi, possiblement. OK, je ne suis pas un expert là-dedans, que le prix qu'il aura payé pour l'achat du terrain. Et ça sera une décision de la municipalité à ce moment-là, avec ses citoyens, d'aller de l'avant avec un montage financier, avec les partenaires souhaités que j'ai mentionnés tantôt. Merci, M. Tremblay. Ensuite, M. Plante. Oui, rapidement, moi, je voulais juste mentionner, on l'a vu dernièrement, là, je me souviens plus du numéro de projet de loi là, du gouvernement du Québec, mais avec leur projet de loi, c'est exactement ce qu'ils ont fait pour le gouvernement du Québec. Là, ici, on parle, tu sais, j'entends beaucoup mes collègues parler. Projet de loi 66, pour le projet de loi 66, merci beaucoup. Mais on entend beaucoup mes collègues parler, beaucoup de soucis de préservation, mais moi, j'ai de la difficulté à comprendre. On dit qu'on a des changements climatiques, qu'on a besoin d'avoir plus d'espace vert au Québec, mais si on dans un souci de préservation, ben, on s'en allait avec la juste valeur marchande. Selon moi, ben, ça serait gagnant pour tout le monde. Puis, on aurait plus d'espace vert au Québec. Puis, si le gouvernement, c'est bon pour le gouvernement, ben, moi, ma mère me disait, c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Ben, à cet égard-là, pour de la conservation, moi, je pense que ça peut être très intéressant pour le gouvernement du Québec, pour la communauté métropolitaine de Montréal, dans un objectif d'atteindre, bien sûr, son objectif de 17 % au cours des prochaines années. Merci, M. Plante. Je réitère donc les propos de M. Tremblay aussi, de M. Diot. Je pense qu'il faut le dire, aujourd'hui, les règles du jeu ne sont pas équitables pour les villes. Et donc, aujourd'hui, faire une évaluation basée sur la juste valeur marchande, c'est une chose. C'est dans les faits, littéralement, embarqué dans un jeu de spéculation immobilière. Et nous, comme ville, on peut difficilement mettre en danger notre santé financière où 75 % de nos revenus sont liés à une taxation foncière, liée littéralement à notre sort sur un tribunal qui va déterminer combien on devra payer pour préserver un terrain qui va bénéficier à un ensemble métropolitain, dont notre propre municipalité. Alors ça, ce poids-là est beaucoup trop difficile. C'est là que ça m'amène à dire que, comme je reprends l'expression de mon collègue Guillaume Tremblay, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Quand je regarde les autres provinces canadiennes, ils ont entre les mains des législations. Alors, on n'est pas extrémistes aujourd'hui, là. Hein? Ce que nous demandons finalement, c'est, et ce que nous souhaitons au plan légal, c'est de détenir les mêmes outils que, par exemple, en Ontario. Alors aujourd'hui, là, vous n'êtes pas devant des maires qui sont plus verts que verts. Vous êtes devant des maires qui souhaitent contribuer à la lutte au changement climatique, à préserver des espaces dans leur ville, et on veut le faire avec les meilleurs outils, comme d'autres municipalités canadiennes l'ont actuellement. Et comme le gouvernement du Québec s'est aussi récemment donc doté pour lui-même accélérer un certain nombre de projets. Alors, je pense qu'aujourd'hui, là, on est rendu là, les citoyens sont là, et par ailleurs, je termine sur un aspect on est toujours mieux de s'entendre de gré à gré. C'est dans l'intérêt de tous. Mais pour s'entendre de gré à gré, ça nous prend quoi? Ça nous prend des programmes qui sont ouverts. Comme on a parlé de la trame bleue, trame verte, qui maintenant accueille les projets d'acquisition de terrains de golf. Mais il faut se donner plus de latitude dans ces programmes-là qui actuellement fixent des limites de contribution financière de la région métropolitaine. Vous savez, quand on va négocier avec un promoteur, avec un spéculateur immobilier qui connaît combien on peut obtenir en subvention, puis combien est la valeur actuelle,
disons qu'il nous voit venir un peu avec le prix qu'on va probablement lui offrir. On ne peut malheureusement pas négocier de gré à gré une entente profitable pour nos citoyens et pour le Québec avec des limites très, très basses de négociation. Alors, pour moi, je vais militer que les programmes offrent plus de latitude pour qu'on puisse atteindre les objectifs. La protection du territoire, surtout dans la région métropolitaine, là, elle ne doit pas être basée sur des programmes qui sont limités à 2, 4 ou 5 millions de dollars. Là. Les enjeux sont beaucoup plus importants sur nos territoires. Puis, je tiens juste à dire que depuis un an, les valeurs foncières dans des villes comme Terrebonne et Candiac ont explosé de 25-30 %. Alors, les évaluations qu'on avait de nos golfs il y a 2 ans ont drôlement changé aujourd'hui. D'où l'importance aussi d'une contribution du fédéral et Exact. du provincial en plus. Merci. Madame Diane Lavoie, vous vouliez intervenir là-dessus et Guillaume Tremblay. En fait, on parle beaucoup des changements climatiques, puis on dit que les programmes doivent s'adapter pour tout ce qui est l'environnement, changement climatique, GES, îlots de chaleur. Mais il ne faut pas non plus négliger. La dernière année, les gens se sont appropriés nos espaces verts dû à la pandémie. Donc, il y a pour moi, de mon côté, il y a une valeur des saines habitudes de vie très importante parce que justement, c'est des activités tout au long de l'année, différentes activités justement concernant les saines habitudes de vie. On a même fait l'acquisition de raquettes pour permettre aux gens de favoriser justement le sport de la raquette dans le terrain de golf en période hivernale. Les gens viennent faire du ski de fond. Fait que cette notion-là aussi, oui, on parle d'environnement, mais saines habitudes de vie est très importante. Puis je pense que c'est ça qui touche le plus les citoyens. Justement, la dernière année, là, si vraiment on n'aurait pas eu nos parcs, autant de parcs puis d'espaces justement que les gens puissent utiliser, je pense que les gens auraient trouvé ça beaucoup plus difficile, beaucoup plus dur. Donc, cette notion-là aussi est très importante concernant les golfs. Pardon. Merci beaucoup. Monsieur Tremblay? Très rapidement, parce que je sais qu'on a d'autres questions. Moi, je veux juste regarder dans l'avenir. Imaginez, là, je vais vous donner un exemple. Je l'ai dit, je joue 2 fois par année au golf, donc je ne connais pas son où les terrains de golf, mais imaginez qu'il y a un terrain de golf à Mercier, je ne sais pas s'il y en a un. Donc, imaginez le terrain de golf à Mercier, on arrive, le terrain ferme dans quelques années et que la loi n'a pas été modifiée. Imaginez le promoteur qui arrive pour acheter ce terrain-là contre la ville. Le promoteur va donner 2, 3, 4 millions de plus que ce que le terrain vaut vraiment pour à terme revenir après à la ville et dire expropriez-moi parce que mon terrain vaut plus cher. Ça n'a aucun sens. Imaginez, oui, pour les terrains actuels, mais imaginez aussi pour l'avenir des terrains de golf à travers le Québec. Il faut que le gouvernement agisse très rapidement parce que sinon, il va y avoir de la spéculation, mais fois 1000 à travers le Québec parce qu'on le sait que c'est des terrains qui sont souvent en zone urbaine puis que les terrains sont de plus en plus rares et surtout que les terrains prennent de plus en plus de valeur. Donc, agissons, oui, pour les terrains fermés présentement, mais surtout aussi pour les futurs terrains, si on ne veut pas que l'État québécois paye beaucoup plus cher pour des terrains qu'on va avoir la possibilité très rapidement d'acquérir. Merci. Ça me permet d'interpeller M. Plante, entre autres, sur cette stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires que le gouvernement du Québec est en train d'élaborer, compte tenu des propos qu'on tient, puis à l'échelle globale. Quelles seraient vos attentes à l'égard des milieux naturels là-dedans? Comment on fait pour s'assurer de bien les protéger à travers la prochaine stratégie? Et puis, si vous pensez aussi que le gouvernement partage la préoccupation des élus de la CMM concernant la transition écologique et la mise en valeur des milieux naturels. Bien, d'abord, cette grande conversation, pour moi, doit nécessairement cheminer par la suite sur des actions concrètes parce que quand on regarde la situation dans la région métropolitaine, je ne veux pas revenir sur le sujet de notre première conférence, mais les règles du jeu sont très différentes avec le plan métropolitain d'aménagement et de développement à l'intérieur de la CMM qu'au pourtour de la CMM. Alors, nous, on se retrouve dans une situation assez paradoxale où, par exemple, à Terrebonne et Mascouche, pour parler de la couronne nord, on se bat pour protéger ensemble près de 15 millions de pieds carrés et de conserver au cœur de notre MRC Limoulins. Puis pendant ce temps-là, on se bat pour s'assurer que des terres agricoles ne seront pas dézonées juste aux limites. Alors, vous voyez un peu le paradoxe, d'où la pertinence de cette grande conversation nationale où il va falloir
mettre en perspective comment on va protéger notre territoire, comment on va atteindre nos cibles dans un contexte où on veut réduire donc quoi? Donc, on veut protéger notre territoire, on veut lutter contre les changements climatiques, et pour ça, ça va prendre une collaboration de l'ensemble du territoire québécois. Et pour ça, il faut se donner des cibles et des règles du jeu qui vont être les mêmes partout. Et pour moi, l'enjeu des terrains de golf en est un qui s'inscrit dans tous les autres enjeux en matière d'aménagement du territoire. Donc, c'est une occasion pour nous, les élus de la région métropolitaine, de s'exprimer. Mais j'invite les citoyens. Il y a beaucoup de comités de citoyens. Je les ai vus encore hier s'exprimer dans le journal Le Devoir. Les citoyens, c'est notre meilleure arme actuellement, que ce soit dans le dossier des golfs. C'est eux qui nous aident le plus à influencer les modifications législatives dans de tels dossiers. Et j'espère que cette grande conversation va mener rapidement à une nouvelle vision et à une vision qui va être actualisée en matière de développement et d'aménagement. Parce que vous savez, à Terrebonne, là, on a encore 20 ou 25 ans de développement. Alors, pendant que je me bats pour protéger 7 millions de pieds carrés, vous imaginez, les citoyens s'inquiètent de terrains qui sont déjà zonés à développement. Alors, on se retrouve là, finalement à dire à nos citoyens, commençons donc par développer les terrains qu'on a avant de penser de modifier des zonages de terrains comme des golfs qui, eux, ne sont pas prévus au niveau du schéma d'aménagement. Alors, aujourd'hui, on a besoin de soutien. Et moi, je veux encore une fois remercier les comités de citoyens parce que c'est grâce à eux qu'on réussit à mettre cet enjeu-là dans l'espace public actuellement. Merci. On reçoit beaucoup de questions. Une intervention de M. Diot avant de passer aux premières questions de la Oui, rapidement. Tout à fait d'accord avec Marc-André. La situation est similaire chez nous à Candiac aussi. On a des projets de développement. Donc, avant de penser à prendre des terrains semblables pour développer d'autres résidences, on n'est vraiment pas là. Donc, et l'autre volet que je réitère encore une fois rapidement, elle est là. Oui, la stratégie nationale qui est en cours actuellement au niveau du Québec, mais il y a actuellement, OK, au niveau fédéral, puis je le dis parce que oui, il y a des élections fédérales qui s'en viennent, mais c'est important que tous les paliers de gouvernement s'impliquent. La stratégie d'évaluation des infrastructures est en cours actuellement. Donc, il va pouvoir une possibilité de développer des argumentaires et aussi de déposer des mémoires en ce sens-là. Donc, j'invite aussi l'ensemble des maires, nos collègues élus de l'ensemble de la province du Québec à faire une réflexion par rapport à ce que nous discutons aussi ici, puis d'amener leur point de vue pour faire avancer le dossier, parce que c'est important que tout le monde puisse, à ce moment-là, donner leur appui à la démarche que nous avons entreprise. Je remercie mes collègues qui sont ici, qui, depuis quelques mois, donc, ont fait en sorte de pouvoir faire avancer ce dossier-là. Et j'espère que la suite des choses va bien se terminer avec l'appui de l'ensemble, évidemment des élus, mais de la population, comme le dit si bien Marc-André, avec les regroupements qui nous appuient, qui sont en arrière de nous. Merci. Merci. Écoutez, pendant que vous êtes là, M. Diot, il y a une première question de nos auditeurs. Expliquez, c'est quoi ce projet de 40 municipalités à travers le Canada et les GES? Qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accompagnement par la Fédération canadienne des municipalités pour nous donner des outils et établir un plan d'action d'ici 2030 de réduction de 40 des gaz à effet de serre. Alors, quand on parle d'un plan d'action pour les changements climatiques, ce n'est pas nécessairement connu, su et comment s'y prendre par l'ensemble des municipalités. Alors, c'est la gestion du changement. Alors, à ce moment-là, la FCM accompagne les municipalités dans le but d'établir un plan d'action. Alors, c'est qui, évidemment, par la suite, va être déployé et rendu disponible à l'ensemble des autres municipalités qui veulent bien, à ce moment-là, s'en donner. Merci beaucoup. On a une autre question. Que peut-on faire pour conserver un terrain où un promoteur a un premier droit de premier refus sur toute offre et où l'expropriation de la totalité du terrain coûterait au bas mot 35 millions de dollars à la ville? Je sens qu'on fait appel à un dossier bien précis, mais Monsieur Tremblay. Je peux y aller avec plaisir. Écoutez, quand on parle de 35 millions de dollars
présentement, c'est avec la valeur. C'est ça qu'on demande, nous. Ce qu'on veut, c'est de négocier avec une négociation juste pour pouvoir prendre la meilleure des options. Donc, la demande qui a été faite par mes collègues ici et moi-même, c'est justement de revoir cette juste valeur marchande-là à la négociation. Donc, la meilleure solution, je pense, c'est de revoir la loi. Puis après ça, on va pouvoir être à armes égales et bien sûr de négocier de bonne foi, comme Marc-André disait. Puis j'aime bien ce que Marc-André a dit. Même si on va voir, même si on demande ce pouvoir-là, il n'y a rien qui empêche qu'une ville de négocier de gré à gré. Parce que oui, l'expropriation, ça a des coûts. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Moi, mon objectif, toujours, c'est de négociation de gré à gré. Puis, mais des fois, on n'a pas le choix d'aller en expropriation. Oui. Merci, M. Plante. Brièvement, simplement, moi, je voulais renchérir. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas débattre de coûts parce qu'on sait très bien quand la juste valeur et la nouvelle formule, c'est des multiplicateurs, donc c'est des multiplications. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas nécessairement de chiffres parce qu'on pourrait donner l'impression de comment on peut évaluer ou non un terrain. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument se donner les outils pour trouver le meilleur équilibre entre l'acquisition et aussi la création d'un espace vert. Et ce que nous ne souhaitons pas, puis d'ailleurs, mon collègue Guillaume Tremblay l'a dit, c'est que si à un moment donné, on se retrouve à acquérir des terrains à un prix excessivement élevé et qu'on n'a plus de marge de manœuvre pour, les entretenir et en créer des espaces qui vont être intéressants pour nos citoyens, bien, c'est là que ça va aussi devenir un problème. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est changeons les outils. Puis je pense qu'on va être capable d'acquérir et les villes vont être en mesure de prendre les bonnes décisions pour leurs citoyens. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas prendre de décisions rationnelles au plan développement durable et au plan financier. Là. Il n'y a pas de cohésion en ce moment. Merci. On a une dernière question. Comment contourner l'expropriation tout en ayant la possibilité d'acquérir un terrain de golf à prix juste basé sur un terrain zoné parc? Madame Lavoie, vous tentez. En fait, on ne peut pas... à part des négociations avec des propriétaires, c'est la seule façon qu'on peut arriver. Puis encore là, c'est zone et parc. Le but, c'est si on veut le souhaiter conserver en parc, ben, c'est de ne pas changer le zonage. Fait que c'est vraiment cette notion-là de réglementation de zonage qu'on a présentement. Puis pour ce qui est de passer par-dessus une expropriation, mais la seule façon qu'on peut le faire, c'est en négociant. Dans mon cas, c'est en négociant parce qu'on ne souhaite pas nécessairement exproprier. Puis il n'y a pas personne, comme on le disait, même si on a les outils, on ne souhaite pas non plus nécessairement utiliser cet outil-là, mais ça va nous permettre de négocier de façon plus équilibrée aussi. J'ai M. Tremblay, M. Diotte et M. Plante. Très rapidement, parce que ma collègue Diane a super bien fait ça. La seule chose que je voulais rajouter de mon côté, vous savez, même si on est un propriétaire privé a son propre terrain, nous autres, ça arrive des fois, un propriétaire dit, moi, je ne veux plus que vous utilisez mon terrain, puis par exemple, je le barricade, j'y mets une clôture tout le tour. Il a le droit, il faut comprendre, c'est un terrain privé. Donc, encore là, dans un cas comme on parle des terrains de golf, un cas comme ça arriverait. On pourrait justement, la ville pourrait décider d'aller en expropriation. Si encore une fois, la juste valeur marchande serait, là, présentement, les villes qui sont pognées aussi avec cette réalité-là, ils sont pognés que le propriétaire a le droit parce que le prix est tellement énorme là, qu'une ville n'a pas le moyen de l'acheter. Donc, encore de là, si on voit cette mentalité-là pour les terrains de golf, on pourrait le voir aussi pour les terrains boisés que les propriétaires privés, des fois, ne veulent pas toujours collaborer. Donc, moi, c'était juste mon petit grain de sel que je voulais rajouter. Merci, M. Diotte. Oui, je suis d'accord avec Diane et puis avec Guillaume. Juste un élément que j'aimerais apporter quand même, c'est qu'en attendant, tout ça se passe. Le propriétaire, c'est lui qui a tous les droits sur son terrain. Chez nous, à Candiac, il a mis des pancartes comme quoi c'est un terrain privé et qu'on ne peut pas y accéder. Par contre, il laisse aller les gens sur le terrain. Donc, depuis 1 an et demi, les gens le marchent, les gens font du ski de fond l'hiver, les gens se sont comme appropriés le terrain. Alors, ça, c'est une réalité qui appartient, on s'entend, au propriétaire. Alors, c'est lui qui, à ce moment-là, se doit de gérer les tenants aboutissants, de le rendre disponible. Mais bref, c'est une notion qui, en attendant, fait en sorte que les gens se sont appropriés sans que ça soit à nous, puis c'est encore au propriétaire.
OK, un cas de figure intéressant. Monsieur Plante? Ben, brièvement, il y a seulement un élément, un petit bémol que je voulais, parce que depuis tantôt, on a parlé que nos terrains de golf sont zonés récréo-touristiques. Ça peut avoir un terme différent dans nos municipalités, mais je tiens à souligner, récréo-touristique, ça ne veut pas simplement dire golf. Ça peut vouloir dire autre chose. Et quand on dit tantôt qu'un propriétaire spéculateur immobilier peut aussi vouloir faire la vie dure à un quartier, à un citoyen, M. Tremblay a dit ne pas entretenir, laisser barricader, etc., laisser des arbres morts, etc., parce que la nature reprend rapidement sa place quand on abandonne un grand terrain. Mais c'est surtout que là, on voit, par exemple, sur un terrain de golf dans une municipalité de la Couronne-Nord, là, un propriétaire dit à la ville, on va peut-être faire un terrain de camping et on pourrait faire des glissades d'eau. Et là, on embarque dans des situations où, comme municipalité, je tiens à dire que les zonages récréo-touristiques ne se limitent pas seulement au golf. Alors, il peut aller à d'autres activités plus ou moins intéressantes. Alors, et c'est là l'importance, et je le réitère, de changer les outils parce que moi, je ne me vois pas demain matin comme maire être entre mes citoyens et un propriétaire qui dit, ben tiens, on pourrait faire du camping cet été sur mon terrain de golf. Alors, vous voyez un petit peu, là, cette situation-là ne doit pas perdurer parce qu'on laisse un pouvoir démesuré à des propriétaires de terrain de finalement manipuler et de tenter le grand coup et de forcer la main alors que nous ne disposons pas des outils. Alors, je pense que j'en appelle à tous là, pour qu'on puisse trouver des options consensuelles dans ces dossiers-là. Merci, on entend bien, c'est ça, toutes les astuces qu'il peut y avoir en tant que propriétaire privé ou promoteur pour arriver à ses fins et vraiment cette limite du zonage récréo-touristique qui peut avoir un effet vraiment négatif dépendamment de la volonté du promoteur qu'on a. Vous avez évoqué plusieurs possibilités, la comparaison entre autres avec les terres agricoles et tout le moratoire qu'on a réussi à avoir. Donc, les ajustements au zonage, la juste valeur marchande avec la loi sur l'expropriation, la nécessaire pression citoyenne pour arriver à protéger, l'intervention du gouvernement fédéral et l'intervention financière aussi du gouvernement provincial. Donc, il y a une multitude de choses qui peuvent être faites pour arriver à revaloriser ces espaces qui représentent énormément de territoire. Alors, pardon, ça risque d'être des discussions fort intéressantes pour la suite. Et je vous remercie infiniment. Je sais que cette discussion est enregistrée. Tout le monde va pouvoir la réécouter. C'était le dernier webinaire de la CMM. Heureusement, je suis en train de perdre la voix. Et donc, merci beaucoup à nos conférenciers. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous. C'est un dossier très chaud qui regroupe un paquet de conversations qu'on a eues dans les semaines précédentes. Donc, il y a beaucoup de cohérence dans les propos et de transversalité dans les enjeux. Et on s'attend à ce que ça se poursuive dans les prochains mois. Et donc, je vous remercie. Ça m'est fait à l'Agora métropolitaine 2021. Et normalement, on devrait avoir un rendez-vous dans 2 ans pour la suite. Et merci à l'ensemble des participants qui ont vraiment été venus écouter en grand nombre ces webinaires-là et tous les maires, les mairesses, leur générosité à faire part des enjeux du territoire vraiment en toute simplicité et honnêteté. Je pense que ça permet à tout le monde de mieux comprendre la réalité des élus quand on a des objectifs communs tel qu'avec le PEMAD et pour avancer dans la même direction, mais en tenant compte vraiment des particularités du territoire et des enjeux que chacun peut vivre. Donc, merci beaucoup. Et pour poursuivre la réflexion, mais il y a cette conversation nationale aussi qui se fait dans laquelle je comprends que tout le monde est invité à s'y intéresser parce que ces enjeux-là de la CMM, on peut les vivre à l'échelle du Québec. Alors, merci beaucoup et au plaisir. À la prochaine. Salutations. Merci. Félicitations à vous, Léla, pour l'animation de tous ces Zooms-là. Vous avez rendu ça vraiment humain. C'était vraiment intéressant. Donc, au nom des maires qui ont participé, merci à vous. Merci infiniment. Bye Au bye. plaisir. Merci, Léla. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.